Ses mains glissaient sur mon dos avec l'assurance d'un homme qui sait ce qu'il veut. Je me pressais plus fort contre lui, sentant la chaleur de son corps à travers sa chemise en lin légère, humant l'odeur de santal et de tabac qui me rendait fou. Elias m'attira par la taille, son souffle brûlant mon cou, et je sentis ses lèvres effleurer ma peau, lentement, délibérément, comme s'il voulait mémoriser chaque millimètre de mon être. « Polo » murmura-t-il d'une voix rauque, pleine de désir, et je sentis quelque chose en moi se briser définitivement. Des années de faux-semblants, des années à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, s'effondrèrent en cet instant. Je me tournai vers lui, croisant ses yeux verts sombres, emplis d'un feu que j'avais vu en lui tous ces mois, mais que je n'avais jamais osé reconnaître. Il m'embrassa, et le monde entier cessa d'exister. Mais ça, c'était après. Laissez-moi d'abord remonter au début, à ce déjeuner dominical qui a tout changé. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez cette vidéo, et une fois l'histoire terminée, donnez-lui une note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez préféré. Votre avis compte énormément pour moi. Séville sent toujours la fleur d'oranger en mai. Ce parfum sucré, presque enivrant, s'infiltre dans chaque recoin de la ville, se mêlant à la chaleur du soleil andalou et à l'odeur des vieilles pierres du quartier historique. Je me souviens de ma première venue ici, il y a 3 ans, lorsque Mia m'a présenté à sa famille. J'étais émerveillé par la beauté de cet endroit. Les ruelles étroites de Santa Cruz, les murs blancs des maisons ornées de carreaux bleus et jaunes, les sons du flamenco s'échappant des tavernes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était la maison de la famille Moreno. Une maison andalouse traditionnelle avec une cour intérieure, où une fontaine murmurait au centre, entourée d'orangers. Des carreaux colorés couvraient les murs, formant une mosaïque vieille, probablement de 200 ans. 2 étages, des plafonds hauts, des meubles en bois sombre transmis de génération en génération, de grandes fenêtres avec des grilles en fer forgé, à travers lesquelles la lumière dorée de Séville pénétrait dans les pièces, créant un jeu d'ombre et de lumière. C'est dans cette maison que j'ai rencontré Elias Moreno. J'avais 23 ans à l'époque, tout juste diplômé de l'université, plein d'espoir et de projets d'avenir. Mia était ma première petite amie sérieuse, et je croyais sincèrement l'aimer. Elle était belle, joyeuse, attentionnée. Sa famille m'a accueilli à bras ouverts, surtout son père. Elias était, comment puis-je le décrire? Il était l'incarnation de tout ce que je voulais devenir. 45 ans à l'époque, homme d'affaires prospère, veuf depuis 5 ans, grand, élégant, avec des mèches grises aux tempes qui ne faisaient qu'ajouter à son charme, des yeux verts sombres qui semblaient vous transpercer, une posture assurée, celle d'un homme conscient de sa valeur, des mains aux doigts longs, toujours soignés, ornés d'une bague discrète à l'auriculaire. Je me souviens de notre première rencontre avec une clarté telle que c'était hier. Un déjeuner dominical, toute la famille réunie sur la véranda donnant sur la cour intérieure. Mia m'a présenté à tout le monde, et quand ce fut le tour de son père, Elias s'est levé, m'a tendu la main et m'a souri d'un sourire qui m'a coupé le souffle. « Alors c'est le jeune homme qui a volé le cœur de ma fille », a-t-il dit, sa voix grave, veloutée, avec une légère pointe de rauque. « Paolo, c'est ça? Bienvenue dans notre famille. » Sa poignée de main était ferme, chaude, et a duré une seconde de trop. Où était-ce mon imagination? J'ai ressenti une étrange agitation dans ma poitrine, que j'ai attribuée à la nervosité de rencontrer mon futur beau-père. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore que c'était le début de quelque chose qui bouleverserait complètement ma vie. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, une cérémonie traditionnelle dans une vieille église au centre de Séville, avec une centaine d'invités, du flamenco jusqu'à l'aube, et des larmes de joie dans les yeux de Mia. J'étais heureux, du moins, je le pensais. J'endossais le rôle du mari parfait, attentionné, dévoué, fidèle. Nous avons loué un petit appartement près de la maison d'Elias. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'architecture. Mia enseignait l'anglais dans une école privée. La vie suivait son cours, régulière, prévisible, sécurisante. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose de fondamental que je ne pouvais pas définir mais qui pesait sur moi de plus en plus chaque jour. Notre vie intime avec Mia était fonctionnelle. Elle semblait satisfaite, et moi, je faisais ce que je pensais qu'un mari devait faire. Mais il n'y avait pas de passion, pas d'étincelle. Après l'amour, je restais souvent éveillé, regardant le plafond, ressentant un vide que je ne pouvais expliquer. Et puis, il y avait les déjeuners du dimanche. Chaque dimanche, sans exception, toute la famille se réunissait chez Elias. C'était une tradition instaurée par ses parents, et la briser était impensable. Mia,
ses 2 sœurs avec leurs maris, leurs enfants, la grand-mère, un couple d'oncles et de tantes. Des déjeuners bruyants, longs, qui commençaient à 14 heures et se terminaient en fin d'après-midi. C'est lors de ces déjeuners que j'ai commencé à remarquer la manière dont Elias me regardait. Au début, je pensais que c'était mon imagination, un regard à travers la table qui s'attardait 1 seconde de trop, un sourire qui semblait réservé à moi seul, un effleurement accidentel de sa main lorsqu'il me passait le pain ou le vin, un compliment sur ma nouvelle chemise, prononcé d'un ton qui faisait rougir mes oreilles. Je me disais que c'était simplement l'attention d'un beau-père envers son gendre, que j'inventais ce qui n'existait pas, que mes pensées étaient inappropriées, voire pécamineuses. Je priais la nuit, serrant le chapelet de mon grand-père, demandant à Dieu la force de me débarrasser de ces sentiments que je n'osais pas nommer à voix haute. Mais chaque dimanche, cela devenait plus difficile, parce que je commençais à attendre ces déjeuners avec impatience. Je commençais à choisir mes vêtements soigneusement, imaginant ce qu'Elias dirait. Je cherchais son regard à travers la table, et quand nos yeux se croisaient, quelque chose en moi se retournait. Mia ne remarquait rien. Elle était heureuse que son mari s'entende si bien avec son père, que nous discutions souvent de affaires, d'architecture, de politique. Elle ne voyait pas comment je me figeais lorsqu'Elias posait sa main sur mon épaule, comment ma voix devenait légèrement plus aiguë quand j'étais nerveux en sa présence, comment je ne pouvais pas me concentrer sur la conversation quand il était assis près de moi et que je ressentais la chaleur de son corps. 3 ans de mariage ont passé, 3 ans à essayer d'être correct, de répondre aux attentes, de jouer le rôle qu'on attendait de moi, 3 ans pendant lesquels je sentais que j'étouffais, qu'une partie de moi mourait chaque jour. Et puis, il y a eu ce dimanche. Mais, la chaleur se faisait déjà sentir dès le matin. Mia était de bonne humeur. Elle avait une nouvelle à partager avec la famille pendant le déjeuner. Elle ne m'avait pas dit de quoi il s'agissait, se contentant de sourire mystérieusement en disant que cela changerait notre vie. J'avais un mauvais pressentiment, une lourdeur dans la poitrine, mais je l'ai attribué à la chaleur. Nous sommes arrivés chez Elias vers 14 heures. Comme toujours, la cour était pleine de monde, de voix d'enfants, de l'odeur de ragoût et de légumes grillés. Elias nous a accueillis à l'entrée, et lorsqu'il a pris Mia dans ses bras, l'embrassant sur les 2 joues, j'ai ressenti une pointe de jalousie qui m'a effrayé. De qui étais-je jaloux? De la fille qui embrassait son père? Que m'arrivait-il? Polo, a dit Elias en se tournant vers moi, sa voix douce, presque intime, content que tu sois là. Il m'a tendu la main, mais au lieu d'une poignée de main, il m'a attiré dans une étreinte, brève, amicale, parfaitement innocente pour tous ceux autour. Mais pour moi, l'électricité a parcouru tout mon corps en sentant sa poitrine contre la mienne, son odeur de parfum, la chaleur de ses mains sur mon dos. Je me suis écarté plus vite que nécessaire et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la compréhension, de la déception. Je n'étais pas sûr. Le déjeuner a commencé comme d'habitude. Les plats circulaient autour de la table, le vin coulait à flot, les conversations se croisaient. J'étais assis en face d'Elias, Mia à côté de moi, tenant ma main sous la table. J'essayais de me concentrer sur une discussion avec mon beau-frère à propos de football, mais mon regard glissait sans cesse vers Elias. Il était magnifique dans les rayons du soleil de l'après-midi, une chemise en lin couleur ivoire, déboutonnée aux 2 premiers boutons, révélant la peau bronzée de son cou. Les mèches argentées dans ses cheveux scintillaient. Il riait à une plaisanterie, et les rides au coin de ses yeux rendèrent son visage encore plus attirant. Et puis, il m'a regardé, directement sans détourner les yeux, et il m'a souri de ce sourire qui m'était destiné. J'ai senti une chaleur monter le long de mon cou. Quand on a apporté le dessert, un tocino de cielo traditionnel préparé par la grand-mère d'Elias, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Elias s'est levé pour servir le dessert. Lorsqu'il s'est approché de moi, il s'est penché pour poser une assiette devant moi, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai senti son souffle sur ma peau, entendu son inspiration discrète. « J'espère que ça te plaira », a-t-il murmuré si bas que seul je pouvais l'entendre. « Je l'ai fait spécialement pour toi. » Sa main a effleuré mon épaule, s'attardant une seconde, et j'ai senti son pouce caresser légèrement ma clavicule à travers le tissu de ma chemise. C'était à peine perceptible. Ça aurait pu être un accident, mais ce n'était pas un accident. J'ai levé les yeux et croisé les siens. Il y avait quelque chose de sombre, de dangereux, de prometteur dans son regard. Quelque chose qui a fait battre mon cœur si vite que j'entendais mon pouls dans mes oreilles. « Merci », ai-je croassé, ma voix rauque même à mes propres oreilles. Elias s'est redressé lentement, mais son regard ne m'a pas quitté pendant quelques secondes. Puis il est retourné à sa place, a pris son verre de vin et l'a levé. « À la famille », a-t-il dit, mais il ne regardait que moi.
Tout le monde a levé son verre, trinqué, bu. J'ai avalé le vin sans en sentir le goût, incapable de détacher mes yeux d'Elias. Quelque chose avait changé à cette seconde, quelque chose d'irréversible. Après le dessert, Mia s'est levée, tapant sur son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Ses joues étaient roses, ses yeux brillaient d'excitation. « J'ai une nouvelle à annoncer », a-t-elle déclaré, et tout le monde s'est tu, se tournant vers elle. Polo et moi, nous avons décidé qu'il était temps d'agrandir notre famille. Une explosion d'applaudissements, d'exclamations, de félicitations. Les sœurs de Mia se sont précipitées pour l'embrasser. La grand-mère s'est signée et a commencé une prière de remerciement. Mon beau-frère m'a tapé dans le dos, criant quelque chose à propos de ma future paternité. Mais je n'entendais rien, parce que je n'étais pas au courant de cette décision. Mia ne m'avait jamais parlé d'enfant. Nous en avions discuté vaguement un jour, mais jamais décidé que c'était le moment. Elle avait décidé pour moi, pour nous deux. J'ai regardé Elias. Il ne souriait pas, il n'applaudissait pas. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui semblait être de la compassion, de la compréhension. Nos regards se sont croisés à travers la table, à travers le bruit et l'allégresse, à travers l'abîme qui venait de s'ouvrir devant moi. Dans ses yeux, j'ai vu une question, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je devais y répondre. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, soutenez cette chaîne, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé à côté de Mia qui dormait paisiblement, une main sur ma poitrine, je fixais le plafond, essayant de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Elle avait passé la soirée à parler de la chambre du bébé, des prénoms, de son rêve de devenir mère. Je hochais la tête, souriais, disais les bonnes choses. Mais à l'intérieur, une panique froide et suffocante grandissait. Un enfant, une chaîne de plus qui me lierait à cette vie, à ce mensonge. Mais le pire, c'est que je ne pouvais pas arrêter de penser à Elias, à la manière dont il me regardait, à son contact sur mon épaule, à son murmure près de mon oreille, à cette compréhension dans ses yeux quand Mia avait annoncé sa décision. Je me suis levé vers 3 heures du matin, incapable de rester allongé plus longtemps. Je suis allé dans la cuisine, me suis servi un verre d'eau, et j'ai sorti de mon sac un vieux carnet abîmé, mon carnet secret. J'avais commencé à l'écrire il y a 2 ans, quand j'avais réalisé que j'étouffais dans ce mariage. Des lettres à un ami imaginaire qui me comprendrait, qui m'accepterait tel que je suis. J'écrivais sur mes peurs, mes doutes, mes sentiments que je n'osais pas reconnaître, même à moi-même. J'ai ouvert le carnet à une page vierge et j'ai commencé à écrire. Ma main tremblait. Aujourd'hui, j'ai compris que j'étais amoureux d'un homme, du père de ma femme, et je ne sais pas quoi faire de cette prise de conscience qui me déchire. Je me suis arrêté, regardant les mots que je venais d'écrire. Pour la première fois, je l'avais dit à voix haute, même sur le papier, amoureux, d'Elias. Les larmes ont coulé sur mes joues avant que je puisse les arrêter. Des années de déni, des années à essayer d'être normal, d'être celui que mes parents, la société, l'Église attendèrent de moi. Tout s'est effondré en un instant. Je ne pouvais plus me mentir. Je suis gay, je l'ai toujours été, et j'ai épousé une femme pour tenter d'échapper à moi-même. Les jours suivants ont passé dans un brouillard. J'allais au travail, accomplissais mes tâches mécaniquement, évitais les longues discussions avec Mia sur le futur bébé. Elle était si heureuse qu'elle ne remarquait pas mon retrait, ou ne voulait pas le remarquer. Et puis, le jeudi soir, Elias m'a appelé. « Polo », a-t-il dit, et mon cœur s'est accéléré rien qu'au son de sa voix. « Il faut que je te parle, en privé. Peux-tu venir demain soir, à mon bureau ?» J'aurais dû dire non, j'aurais dû trouver une excuse. Mais au lieu de cela, j'ai entendu ma propre voix répondre « Oui, à quelle heure ?»« 8 heures, après le départ de tout le monde. Je t'envoie l'adresse. » Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. J'ai menti à Mia disant que j'avais une réunion avec un client. Elle n'a même pas posé de questions, trop occupée à consulter des catalogues de meubles pour bébé sur sa tablette. J'ai changé de tenue 3 fois, incapable de décider quoi porter, ce qui était absurde, car ce n'était qu'une rencontre professionnelle, juste une conversation. Mais mes mains tremblantes disèrent le contraire. Le bureau d'Elias se trouvait dans un immeuble moderne du quartier des Affaires de Séville, loin du centre historique. Vert et acier, un contraste frappant avec les maisons traditionnelles auxquelles j'étais habitué. Le gardien à l'entrée m'attendait, m'a conduit à l'ascenseur, m'a dit que Seigneur Moreno m'attendait au 8e étage. L'ascenseur montait lentement, et à chaque étage, mon cœur battait plus vite. Que voulait-il me dire? Avait-il remarqué la même chose que moi? Ou étais-je en train de devenir fou?
imaginant une connexion là où il n'y en avait pas. Les portes se sont ouvertes, et je suis sorti dans un vaste hall avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur Séville illuminée de nuit. La ville brillait de mille feux, la Giralda scintillante au loin. Paolo. Je me suis retourné. Elias se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, éclairé par la lumière douce de la pièce derrière lui. Il avait retiré sa veste, retroussé les manches de sa chemise, déboutonné le premier bouton. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main. Il semblait fatigué, mais incroyablement attirant. « Entre », a-t-il dit doucement. Je suis entré dans le bureau. Une grande pièce avec un bureau en bois, des étagères remplies de livres, des fauteuils en cuir. Sur le bureau, une bouteille de Xérès et 2 verres. « Un verre ?» a demandé Elias, fermant la porte derrière moi. « Oui, s'il te plaît. » Il a versé le Xérès, m'a tendu un verre. Nos doigts se sont effleurés une seconde, et j'ai ressenti la même décharge électrique que toujours. Nous nous tenions à quelques pas l'un de l'autre tenant nos verres, sans dire un mot. La tension dans l'air était presque physique. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» ai-je enfin demandé, ma voix rauque. Elias a pris une gorgée de Xérès sans détourner son regard de moi. « Parce que je ne peux plus faire semblant », a-t-il dit lentement. « Et je pense que toi non plus. » Mon cœur s'est arrêté. Je ne comprends pas. Paolo. Il a posé son verre sur le bureau, a fait un pas vers moi. Ne m'oblige pas à le dire à voix haute. Ne fais pas semblant de ne pas ressentir la même chose que moi. J'ai reculé, mais il y avait un mur derrière moi. Elias, je ne sais pas de quoi tu... Arrête, a-t-il dit, et il y avait une douleur dans sa voix qui m'a stoppé net. S'il te plaît, je t'observe depuis 3 ans. J'ai vu comment tu t'éteins dans ce mariage. J'ai vu comment tu fais semblant d'être heureux, alors que tu étouffes. J'ai vu comment tu me regardes quand tu penses que personne ne le remarque. Il était maintenant si près que je sentais la chaleur de son corps. L'odeur du santal m'enveloppait. Ma voix s'est brisée. Je ne peux pas. Tu es le père de Mia. C'est mal. C'est un péché. Un péché? Elias a eu un rire amer. Tu sais ce qu'est le vrai péché, Paolo? Gâcher sa vie à prétendre être quelqu'un d'autre. Épouser une personne que tu n'aimes pas par peur de ce que diront les autres. Ça, c'est un péché. Mais Mia mérite un homme qui l'aime vraiment, m'a-t-il interrompu. Et toi, tu mérites d'être heureux, d'être toi-même. Les larmes me brûlèrent les yeux. Je ne peux pas lui faire ça. À la famille, à toi. Pourquoi à moi? Sa main s'est levée, ses doigts ont effleuré ma joue, essuyant une larme. Son contact était doux, prudent, mais j'ai senti quelque chose s'enflammer en moi. Qu'ai-je fait pour mériter ton déni? Parce que j'ai peur, ai-je murmuré. Peur de ce que je ressens pour toi. Peur que si je l'admets, je ne puisse plus m'arrêter. Elias a fermé les yeux une seconde, sa respiration devenant plus lourde. Apollo, a-t-il dit doucement, rouvrant les yeux. Et dans ceci j'ai vu la même douleur, la même peur, le même espoir que je ressentais. Moi aussi j'ai peur. Tu crois que c'est facile pour moi? Ressentir ça pour le mari de ma fille? Me réveiller chaque matin en sachant que tu dors dans son lit et pas avec moi? Ces mots étaient comme un coup dans la poitrine. Je pouvais à peine respirer. Tu ressens ça aussi? Je le ressens depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois, a-t-il admis, sa voix tremblante. J'ai essayé d'ignorer. Je me suis dit que c'était juste la solitude après la mort de ma femme, que tu me rappelais quelqu'un. Mais chaque jour, c'était plus difficile. Et quand Mia a annoncé pour le bébé, j'ai compris que si je ne te le disais pas maintenant, je te perdrais pour toujours. Sa main était toujours sur ma joue. Je m'y suis pressé, fermant les yeux, sentant les années de déni s'effondrer. Je ne sais pas comment faire ça, ai-je murmuré. Je n'ai jamais... Avec un homme, je sais. Son pouce a caressé doucement ma pommette. Moi non plus, enfin presque. Il y a longtemps, dans une autre vie. J'ai ouvert les yeux, croisant son regard. Que faisons-nous? Je ne sais pas, a-t-il répondu honnêtement. Mais je sais que je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas te voir souffrir. Je ne peux pas te perdre sans même avoir essayé. Et Mia, la famille? Mia découvrira la vérité tôt ou tard. Mieux vaut maintenant qu'après la naissance d'un enfant qui grandira dans une maison où son père est malheureux. Elias a soupiré. Je ne dis pas que ce sera facile. Ce sera l'enfer. Des scandales, des jugements. Peut-être qu'on nous rejettera tous les deux. Mais, Paolo, est-ce que vivre en cage est mieux? Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais la peur me paralysait encore. J'ai besoin de temps, ai-je dit faiblement, pour réfléchir. Elias a hoché la tête, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. Il a reculé, baissant sa main, et j'ai ressenti la perte de son contact comme une douleur physique. Bien sûr, a-t-il dit formellement. Autant de temps qu'il te faudra. Je me suis tourné, me dirigeant vers la porte, mais sa voix m'a arrêté.
Polo, juste une chose. Je me suis retourné. Quoi? Pense non seulement au devoir, pas seulement à ce qui est juste pour les autres. Pense à ce que tu veux, toi, à ce qui te rendra heureux. Tu as le droit au bonheur. Je ne pouvais pas répondre. Je suis simplement sorti du bureau de l'immeuble, j'ai marché dans les rues nocturnes de Séville, sans savoir où j'allais. Les larmes coulaient sur mon visage, et je ne faisais rien pour les arrêter. En rentrant chez moi vers minuit, j'ai trouvé Mia endormie sur le canapé, sa tablette sur les genoux. L'écran affichait une page de berceau pour bébé. Je l'ai doucement couverte d'un plaid, l'ai embrassée sur le front, et je n'ai ressenti que de la culpabilité, aucun amour. Cette nuit-là, j'ai repris mon carnet, et j'ai commencé à écrire. Tout. La conversation avec Elias, son aveu, la façon dont il m'avait touché, ce que je ressentais. Puis j'ai relu toutes mes anciennes entrées, toutes les lettres à mon ami imaginaire. Et j'ai réalisé que dans chacune d'elles, je décrivais Elias, son sourire, sa sagesse, sa force, sa tendresse. Je n'écrivais pas à un ami imaginaire, j'écrivais à lui. Tout ce temps. Le lendemain, je ne suis pas allé au travail. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Mia est partie à l'école, et je suis resté seul dans l'appartement. J'arpentais les pièces, essayant de décider quoi faire. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. Elias. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de réfléchir sans sa voix dans ma tête, sans sa présence qui me perturbait. Mais réfléchir était impossible, parce que je connaissais déjà la réponse. Je l'avais connu dès l'instant où il avait touché ma joue. Peut-être l'avais-je toujours su. J'étais amoureux d'Elias Moreno, et cet amour allait détruire tout ce que je connaissais. La question n'était pas de l'admettre. La question était de savoir si j'avais le courage d'agir en conséquence. J'ai passé la journée à relire mon carnet, à regarder les photos de notre mariage avec Mia, à me remémorer tous les moments des 3 dernières années. Et chaque heure qui passait rendait la chose plus claire. J'avais pris ma décision, il y a longtemps. Je n'étais simplement pas prêt à l'admettre. Ce soir-là, quand Mia est rentrée pleine de nouvelles idées pour la chambre du bébé, je lui ai dit que nous devions parler. Elle a ri pensant que je plaisantais, mais quand elle a vu mon visage, son rire s'est éteint. « Polo, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air affreux. » Je me suis assis sur le canapé, lui faisant signe de s'asseoir en face. Elle s'est assise prudemment, méfiante, sentant que quelque chose n'allait pas. « Mia, ai-je commencé? Ma voix tremblante. Je dois te dire quelque chose. Et ça va faire mal. Très mal. Mais je ne peux plus te mentir. Je ne peux plus nous mentir à tous les deux. » Son visage a blêmi. « Tu as une autre femme? » a-t-elle murmuré. « Non. Oui. Pas comme tu le penses. Qu'est-ce que ça veut dire? » J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces pour les mots qui allaient tout changer. Je suis gay, Mia. Je l'ai toujours été. Et je ne peux plus faire semblant que ce n'est pas le cas. Le silence qui a suivi mes mots était assourdissant. Mia me regardait comme si je venais de lui dire que la terre était plate. L'incompréhension, puis l'incrédulité, puis une lueur d'espoir que ce soit une terrible blague. « Quoi » a-t-elle enfin murmuré. « Polo, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. » ai-je dit doucement, sentant les larmes me brûler les yeux. « Je suis désolé. Désolé de t'avoir menti. Désolé de m'être menti à moi-même. Mais je ne peux plus continuer. » Son visage a changé. La pâleur a cédé la place à un rouge de colère. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Non, » a-t-elle dit, secouant la tête. « Non, non, non. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous planifions un bébé. Tu ne peux pas simplement... Tu ne peux pas être gay. Nous avons fait l'amour. Je sais. Et je suis tellement désolé, Mia. Je pensais que je pourrais. Je pensais que si je m'efforçais assez, je deviendrais celui que je devais être. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à faire semblant. » Elle s'est levée d'un bond du canapé. Ses mains tremblaient. « Faire semblant? Tout ce temps, tu faisais semblant? Chaque fois que tu disais que tu m'aimais? Chaque fois que nous faisions l'amour? Tout était un mensonge? Non. » Je me suis levé aussi, essayant d'expliquer. « Je tiens vraiment à toi. Tu es une femme merveilleuse et n'importe quel homme serait heureux. Et pas toi, » m'a-t-elle interrompu, sa voix pleine de venin. « Parce que tu es gai. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle? » Elle a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, se tenant les bras comme pour ne pas s'effondrer. Tous ces mois, je pensais que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez attirante, pas assez bonne au lit. J'ai lu des articles sur comment raviver la passion dans un mariage. J'achetais de la lingerie, je planifiais des dîners romantiques. Et tout ce temps, le problème était que tu ne veux pas de femme. Mia, s'il te plaît. Elle s'est tournée vers moi, et la douleur dans ses yeux était presque insupportable à regarder. Y a-t-il quelqu'un d'autre? A-t-elle demandé doucement. Un autre homme. J'ai hésité une seconde de trop. Mon Dieu, a-t-elle soufflé. Il y a quelqu'un. Qui est-ce?
Quelqu'un que je connais? Mia, ce n'est pas important. Pas important? A-t-elle crié. Tu me brises le cœur, tu détruis notre famille, et tu dis que ce n'est pas important? Dis-le-moi, j'ai le droit de savoir. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais amoureux de son père. Ce serait trop cruel, trop destructeur. Je suis désolé, ai-je murmuré, mais je ne peux pas te le dire. Elle m'a regardé longtemps, les larmes coulant sur son visage. Puis elle a attrapé son sac, son téléphone et s'est dirigée vers la porte. Où vas-tu? Chez mon père, a-t-elle lancé par-dessus son épaule. La seule personne qui ne m'a jamais trahi. La porte a claqué et je suis resté seul dans le silence de notre appartement. Je me suis effondré sur le sol, serrant mes genoux, et je me suis enfin autorisé à pleurer. Pas de soulagement, pas de libération. De la douleur pour avoir blessé une personne qui ne le méritait pas. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Elias. Je ne pouvais pas répondre. Pas maintenant, alors que sa fille se rendait chez lui, brisée par la nouvelle que je venais de lui annoncer. J'ai éteint mon téléphone, et je suis resté assis dans l'obscurité, tandis que la ville dehors s'endormait. Les jours suivants ont été un cauchemar. Mia n'est pas revenue. Ses sœurs m'envoyaient des messages furieux, me traitant de tous les noms possibles. Sa grand-mère, catholique fervente, m'a envoyé une longue lettre sur le péché et la repentance. Mes amis m'évitaient, ne sachant pas quoi dire. Elias appelait tous les jours. Je ne répondais pas. Je ne pouvais pas lui faire face, sachant que j'avais détruit sa famille, que j'avais blessé sa fille pour des sentiments qui n'étaient peut-être qu'une illusion. Une semaine a passé avant qu'il n'apparaisse à ma porte. Tard le soir, j'étais assis avec un verre de vin, regardant dans le vide, quand on a frappé. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux, mal rasé, ce qui ne ressemblait pas du tout à l'Elias toujours impeccable. « Laisse-moi entrer », a-t-il dit doucement. « S'il te plaît ». Je me suis écarté, le laissant passer. Nous sommes restés dans l'entrée, ne sachant pas quoi dire. « Comment va-t-elle » ai-je enfin demandé. Brisée, en colère, elle pleure la vie qu'elle avait planifiée. Il a soupiré, mais elle s'en remettra. Avec le temps, elle me déteste. Pour l'instant, oui, mais Mia est forte. Elle trouvera quelqu'un qui l'aimera comme elle le mérite. Elias m'a regardé. Lui as-tu parlé de moi? Non, je ne pouvais pas. Ce serait trop cruel. Il a hoché la tête, un soulagement passant sur son visage. Elle m'a posé la question. Elle voulait savoir s'il y avait quelqu'un d'autre. Je n'ai rien dit non plus. Mais elle soupçonne que ce n'est pas seulement une question d'orientation. Qu'as-tu dit? La vérité, que tu es un homme courageux qui a reconnu qui il est, que c'est mieux maintenant que des années de malheur, qu'elle mérite un mari qui l'aime de tout son cœur. Il a marqué une pause. Elle ne voulait pas écouter. Elle m'a crié dessus, disant que je prenais ton parti. Et toi? Elias s'est approché lentement. Olo, je ne prends le parti de personne. J'aime ma fille plus que tout au monde. Mais je ne peux pas non plus te voir te détruire par la culpabilité. Tu as fait ce qu'il fallait en disant la vérité. Même si ça fait mal maintenant. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Ai-je admis? J'ai perdu ma femme, ma famille, mes amis. Je ne sais plus qui je suis. Tu es Paolo. Enfin le vrai Paolo, celui qui ne se cache plus sous des masques. Sa main s'est levée, touchant ma joue. Et tu n'es pas seul. Je suis là. Elias. J'ai fermé les yeux, me pressant contre sa main. Nous ne pouvons pas. Pas maintenant. Pas après ce que j'ai fait à Mia. Je sais. Sa voix était douce. Je ne te demande rien maintenant. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul, que tes sentiments n'étaient pas vains. Il a baissé sa main, et j'ai ressenti le froid de son absence. J'ai besoin de partir, ai-je dit soudainement. De Séville, je ne peux pas rester ici, où tout le monde sait, où chaque coin me rappelle ce que j'ai perdu. Où iras-tu? Je ne sais pas, peut-être à Barcelone, à Madrid, n'importe où pour recommencer. Elias est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Et si je te disais qu'il y a une autre option? Laquelle ?» Il a sorti une enveloppe de sa poche, me l'a tendue. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des documents pour une bourse d'études pour un master en architecture à Barcelone. À mon nom. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, abasourdi. « Tu m'as dit il y a un an que tu rêvais d'un master, mais que tu ne pouvais pas te le permettre, que Mia était contre l'idée que tu partes 2 ans. » Elias me regardait sérieusement. « Maintenant, rien ne t'arrête. Cette bourse couvre les frais de scolarité et le logement. Tu pourras étudier, te découvrir, commencer une nouvelle vie. D'où vient-elle? J'ai des contacts à l'université. J'ai appelé la semaine dernière, expliqué la situation. Ils ont accepté d'examiner ta candidature en urgence. Tu es accepté, si tu veux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il avait fait ça pour moi? Après tout ça? Elias, je ne peux pas accepter, c'est trop. C'est... Tu peux, et tu vas l'accepter. Sa voix était ferme. Polo.
Tu es un architecte talentueux, tu mérites cette opportunité. Ne laisse pas la culpabilité t'empêcher de réaliser ton rêve. Et toi? Je l'ai regardé. Et nous? Elias a souri tristement. J'ai aussi des affaires à Barcelone. Je prévois d'ouvrir un nouveau bureau là-bas. Peut-être que je viendrai une fois par mois, rester une semaine ou deux. Il a marqué une pause. Nous pourrions nous voir, lentement, sans pression, apprendre à nous connaître loin de Séville, de la famille, de tout ce qui nous lie au passé. Mon cœur battait plus vite. Tu es sérieux? Très sérieux. J'y ai pensé toute la semaine. Paolo, j'ai 48 ans. J'ai passé 25 ans dans un mariage, en étant un membre respecté de la société, un père modèle. Et j'étais malheureux presque tout ce temps, prétendant qu'une partie de moi n'existait pas. Quelle partie? Elias a pris une profonde inspiration et j'ai vu combien il lui était difficile d'en parler. Quand j'avais 23 ans, j'étais à Paris en lune de miel avec ma femme. Un soir, je suis allé seul dans un bar. J'y ai rencontré un homme, un artiste français. Nous avons passé 3 jours ensemble. C'était la chose la plus passionnée, la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Il s'est tu perdu dans ses souvenirs. Que s'est-il passé? J'ai eu peur. Je suis revenu à ma femme, me convainquant que c'était juste une aventure, une erreur, que j'étais normal, que ça ne se reproduirait plus. Et j'ai passé les 25 années suivantes à réprimer cette partie de moi, jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque. Il m'a regardé, la douleur dans ses yeux, jusqu'à ce que je te rencontre. Je ne savais pas. Personne ne savait. Pas même ma femme. Surtout pas elle. Il a soupiré. Je l'aimais à ma manière. C'était une femme bien, une bonne mère. Mais il n'y avait pas de passion. Jamais. Et quand elle est morte il y a 5 ans, je me sentais coupable de ressentir non seulement du chagrin mais aussi du soulagement. Elias, je te raconte ça parce que je veux que tu comprennes, a-t-il poursuivi. Je sais ce que c'est que de vivre un mensonge. Je connais la douleur de faire semblant. Et quand je t'ai vu il y a 3 ans, j'ai reconnu cette même peur dans tes yeux, cette même tentative désespérée d'être normal. J'ai reconnu moi-même. Et je suis tombé amoureux. Pas seulement de ta beauté, mais de ton courage, de ta gentillesse, de ton honnêteté même quand tu te mentais à toi-même. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne faisais rien pour les arrêter. Que faisons-nous? Ai-je murmuré. Comment pouvons-nous être ensemble après tout ça? Lentement, a-t-il répété. Je ne te demande pas de venir vivre avec moi demain. Je ne te demande pas une relation publique. Je te demande juste de nous donner une chance. À Barcelone, loin d'ici, apprendre à nous connaître en tant qu'hommes que nous prétendions ne pas voir tout ce temps. Il avait raison. Nous avions besoin de temps, d'espace, de la possibilité d'explorer ces sentiments sans l'ombre de la culpabilité et des obligations familiales au-dessus de nous. D'accord, ai-je dit enfin. Je vais accepter la bourse. Je vais à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. Elias a souri, et c'était le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis une semaine. Merci, a-t-il dit doucement. Il a commencé à partir, mais je l'ai arrêté. Elias, est-ce que Mia nous pardonnera un jour? Il s'est retourné, une tristesse dans les yeux. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour elle comprendra que nous ne voulions pas lui faire de mal, que parfois l'amour arrive sous les formes les plus inattendues, mais ça peut prendre des années, ou ne jamais arriver. Il a marqué une pause. La question est, es-tu prêt à vivre avec ça? Sachant que tu as blessé quelqu'un que tu ne voulais pas blesser? J'ai pensé à Mia, à ses projets pour la chambre du bébé, à ses rêves de famille que j'avais brisés, à la trahison qu'elle ressentait. Je vivrai avec cette culpabilité toute ma vie, ai-je admis. Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre un mensonge. Je ne peux pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, juste pour éviter de faire du mal aux autres. Ce serait injuste pour nous tous. Elias a hoché la tête. C'est la bonne réponse. Difficile mais bonne. Après son départ, je suis resté assis longtemps avec l'enveloppe dans les mains. Un master à Barcelone. Un nouveau départ. La chance d'être moi-même pour la première fois de ma vie. Et la chance de découvrir ce que c'est d'aimer quelqu'un pour de vrai. Sans faux semblant. Sans peur. Sans honte. Le lendemain, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai envoyé ma lettre de démission au travail. J'ai averti le propriétaire. Je quittais Séville, la ville qui avait été mon foyer pendant 3 ans, mais qui n'avait jamais vraiment semblé être chez moi. Avant de partir, j'ai écrit une lettre à Mia. Je n'attendais pas de réponse, je ne demandais pas de pardon. Je savais que je ne le méritais pas. J'ai juste expliqué, du mieux que je pouvais, pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, qu'elle méritait un amour véritable, qu'un jour elle trouverait un homme qui l'aimerait comme elle le mérite et qui serait reconnaissant chaque jour de la voir. J'ai laissé la lettre dans la boîte aux lettres de la maison d'Elias.
Je ne pouvais pas la lui remettre en personne. Je ne pouvais pas affronter sa douleur une fois de plus. Le jour du départ, je me tenais à la gare de Séville, avec une valise et un sac contenant mon ordinateur portable. La ville me disait adieu avec l'odeur des fleurs d'oranger et le soleil brûlant. Je regardais la Giralda une dernière fois, les bâtiments blancs, les ruelles étroites, et je ressentais un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Je laissais une partie de moi ici, le Paolo qui essayait d'être correct, le Paolo qui avait peur d'admettre la vérité, le Paolo qui vivait dans l'ombre des attentes des autres, et je partais pour Barcelone, comme le Paolo qui était enfin prêt à découvrir qui il était vraiment. Mon téléphone a vibré, un message d'Elias. « Bonne chance à Barcelone, on se verra dans 2 semaines. Je ramènerai du vin et des histoires. Prépare ton sourire, tu me manques déjà. » J'ai souri à travers mes larmes, en voyant une réponse simple. J'attends. Le train s'est mis en route et Séville a commencé à disparaître par la fenêtre. J'ai fermé les yeux, me permettant une seconde d'imaginer l'avenir. Incertain, effrayant, mais pour la première fois de ma vie, le mien, et pour la première fois en 3 ans, je ressentais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Barcelone m'a accueilli sous la pluie. Une rareté pour septembre, mais cela semblait approprié. Je me tenais devant mon nouvel appartement dans le quartier de Gracia, un petit studio au 3e étage d'un vieil immeuble, avec un balcon donnant sur une ruelle étroite. Tout était différent. L'architecture, la langue dans les rues, même l'odeur de l'air. Séville sentait les oranges et l'histoire. Barcelone sentait la mer et les possibilités. Les premiers jours ont été étranges. Je me réveillais le matin et pendant une seconde j'oubliais où j'étais. Je tendais la main de l'autre côté du lit, m'attendant à trouver Mia, et je me souvenais avec une clarté douloureuse que j'étais seul, que j'avais choisi cette solitude, que j'avais brisé la vie de quelqu'un pour avoir le droit d'être moi-même. L'université a commencé 1 semaine après mon arrivée. Le programme de master en architecture était intensif, exigeant, exactement ce dont je rêvais. Mes camarades de classe venaient de toute l'Europe. Claire, une Française qui voulait concevoir des bâtiments durables, Stéphane, un Allemand obsédé par le minimalisme, Marco, un Italien qui ne pouvait pas parler sans gesticuler, et David, un Espagnol de Madrid, grand, athlétique, avec un rire contagieux et un sourire ouvert. Il s'est assis à côté de moi le premier jour des cours et s'est présenté comme si nous étions de vieux amis. « Polo, c'est ça? J'ai vu ton nom sur la liste. Tu viens de Séville? J'adore Séville, les meilleures tapas d'Espagne. » Il parlait vite, avec un enthousiasme presque enfantin. « Moi, c'est David. Ravi de te rencontrer. » Quelque chose dans sa légèreté, dans sa manière d'être lui-même sans effort m'attirait. Nous avons commencé à passer du temps ensemble après les cours, buvant du café dans de petits cafés autour de l'université, discutant de projets, débattant des styles architecturaux. David était ouvertement gai. Il en parlait avec la même aisance que du temps qu'il faisait, mentionnant ses ex-petits amis, plaisantant sur ses rendez-vous. Pour lui, c'était normal, naturel, une partie de son identité, pas un secret honteux. J'enviais sa liberté. « Et toi, tu as quelqu'un » m'a-t-il demandé un jour, alors que nous étions assis dans un bar près de l'université, sirotant une bière après une conférence particulièrement difficile sur l'ingénierie structurelle. Je me suis figé, ne sachant pas quoi répondre. Elias devait arriver dans 1 semaine. Nous nous écrivions tous les jours, de longs messages sur nos journées, nos pensées, les petits moments que nous voulions partager. Mais qu'était-ce? Une relation? Une attente de relation? Autre chose? C'est compliqué, ai-je fini par dire. David a souri avec compréhension. Compliqué, ça veut souvent dire intéressant. Raconte-moi. Et j'ai raconté. Pas tout. Je ne pouvais pas lui dire qu'Elias était le père de mon ex-femme. Mais j'ai raconté que je sortais d'un mariage raté, que je commençais tout juste à accepter ma sexualité, qu'il y avait un homme qui me plaisait, mais que nous n'étions pas encore ensemble. David m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, sans juger. « Tu sais ce que je pense ?» a-t-il dit quand j'ai fini. « Je pense que tu es très courageux. Sortir d'un mariage, admettre la vérité, recommencer à zéro, ça demande un courage énorme. La plupart des gens passent leur vie entière dans la peur. Toi, tu as choisi d'être toi-même. C'est beau. » Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi qui était froid et contracté depuis ma conversation avec Mia. « Merci, ai-je murmuré. Je ne me sens pas courageux. La plupart du temps, je me sens égoïste. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, a dit David fermement. C'est de la survie. Et crois-moi, le monde sera meilleur quand plus de gens auront le courage d'être eux-mêmes. Nous sommes devenus proches amis au cours de ces quelques semaines. David m'a présenté à son groupe d'amis, principalement des gays et des lesbiennes de l'université et des environs.
Pour la première fois de ma vie, j'appartenais à une communauté où ma sexualité n'était pas un secret, pas quelque chose à cacher. Nous allions dans des bars gays à l'exemple, dansions dans des clubs jusqu'à l'aube, nous asseyions dans des parcs pour parler de la vie, de l'amour, des rêves. C'était enivrant, libérateur, effrayant. Je voyais des hommes s'embrasser dans les rues, se tenir la main, afficher leur affection sans peur, et chaque fois, quelque chose en moi guérissait un peu plus. Mais c'était aussi solitaire, parce que malgré ma nouvelle liberté, mes nouveaux amis, Elias me manquait. Nous ne nous étions pas vus depuis cette soirée à Séville, et la distance était physiquement douloureuse. Puis, enfin, son message est arrivé. J'arrive demain soir. Je loge dans un hôtel du quartier gothique. Veux-tu dîner ensemble? Ou est-ce trop tôt? Mes mains tremblaient en tapant ma réponse. Pas trop tôt. J'attendrai. Le lendemain, j'étais complètement inutile en cours, incapable de me concentrer, vérifiant constamment mon téléphone, répétant dans ma tête ce que je dirais, comment je me comporterais. David a remarqué ma nervosité. « C'est lui » a-t-il murmuré pendant une pause. « L'homme dont tu parlais » J'ai hoché la tête. Ce soir, la première fois qu'on se verra depuis que j'ai déménagé. Nerveux, à en mourir, David a ri, serrant mon épaule. C'est bon signe. Ça veut dire que tu tiens vraiment à lui. Sois juste toi-même, Paolo. S'il vaut ton temps, il aimera celui que tu es vraiment. J'ai passé 2 heures à me préparer pour le dîner. J'ai changé de tenue 4 fois, optant finalement pour une simple chemise blanche et un jean sombre. Je me suis coiffé, rasé, essayé de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Elias avait choisi un petit restaurant dans une ruelle du quartier gothique, à l'abri des foules touristiques. Je suis arrivé 10 minutes en avance, me suis assis à une table près de la fenêtre et commandé un verre de vin pour calmer mes nerfs. Et puis je l'ai vu. Il marchait dans la rue pavée, éclairé par de vieux lampadaires, dans une élégante veste bleu marine et une chemise claire, ouverte au col. Les mèches grises dans ses cheveux scintillaient sous la lumière. Il portait un petit bouquet, des roses blanches, mes préférées, bien que je ne lui ai jamais dit. Comment le savait-il? Elias est entré dans le restaurant, nos regards se sont croisés, et le monde entier s'est arrêté. 1 mois de séparation, 1 mois d'incertitude, 1 mois de questions, tout a disparu en 1 seconde. Il a souri, et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Il s'est approché de la table, m'a tendu les roses. « Pour toi » a-t-il dit doucement, bien qu'elle ne soit pas aussi belle que toi. J'ai rougi, prenant les fleurs, respirant leur parfum. « Merci. Comment savais-tu que j'aime les roses blanches? Je t'observe depuis 3 ans. Souviens-toi, » a-t-il dit, ses yeux chaleureux. « Je sais beaucoup de choses sur toi, Paolo, plus que tu ne le penses. » Nous nous sommes assis, avons commandé à manger, et pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés, incrédules d'être enfin ensemble. « Comment est Barcelone » a-t-il demandé. « L'université? Incroyable. Difficile, mais exactement comme je le voulais. J'apprends tellement, je rencontre des gens intéressants. Je travaille sur des projets dont je n'osais même pas rêver. » J'ai souri. Je me sens vivant pour la première fois depuis des années. « Tu as l'air heureux » a remarqué Elias, une tendresse dans la voix. « Ça te va bien, le bonheur. Et Séville? Comment va? Mia ?» Son visage s'est assombri. Elle est retournée vivre chez moi. Elle a trouvé un bon thérapeute, commence à travailler sur elle-même. Elle est encore en colère, encore blessée, mais elle tient le coup. Il a marqué une pause. Elle sort avec quelqu'un, un professeur de son école, un homme bien, qui l'aime vraiment. J'ai ressenti un soulagement mêlé de culpabilité résiduelle. C'est bien. Elle mérite d'être heureuse. Elle l'est, ou elle le sera, avec le temps. Elias a tendu la main à travers la table, couvrant la mienne. « Polo, tu ne dois pas porter cette culpabilité éternellement. Tu as fait ce que tu devais faire, pour vous deux. » Son contact était chaud, ferme, apaisant. J'ai retourné ma main, entrelaçant nos doigts. « Et elle? Comment te traite-t-elle? C'est elle que tu es ici? Elle sait que je suis à Barcelone pour affaires. Elle ne sait pas que je te vois. » Il a soupiré. Je ne suis pas prêt à lui dire pour l'instant. J'ai peur que ça détruise le fragile processus de guérison qu'elle construit. Donc, nous sommes un secret. Pour le moment, oui. Est-ce juste pour toi? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait crier au monde que j'étais amoureux de cet homme incroyable, mais une autre comprenait que nous avions besoin de temps, que Mia méritait de l'espace pour guérir. C'est juste, ai-je dit enfin. Nous pouvons prendre notre temps, apprendre à nous connaître, sans pression, sans attente. Elias a souri, serrant ma main. Merci de comprendre. Nous avons dîné, parlant de tout et de rien. Elias m'a raconté son entreprise,
ses projets d'expansion à Barcelone, ses amis à Séville qui demandèrent de mes nouvelles. Je lui ai parlé de mes projets, de David et de mes nouveaux amis, de l'étrange et libérateur sentiment d'être ouvertement gai pour la première fois de ma vie. Après le dîner, nous avons marché dans les ruelles étroites du quartier gothique, nos épaules se frôlant parfois, mais nous ne nous tenions pas la main. Trop risqué dans un lieu public où quelqu'un de Séville pourrait nous voir. « Veux-tu monter dans ma chambre d'hôtel ?» a demandé Elias lorsque nous nous sommes arrêtés devant un élégant bâtiment aux grandes portes vitrées. « Juste pour parler, je te le promets. » J'ai hésité. Je savais que si j'entrais, il pourrait se passer plus qu'une conversation. Je savais que je n'étais pas sûr d'être prêt pour ça. Mais je savais aussi que je voulais être avec lui. Je voulais découvrir ce que c'était d'être intime avec un homme que j'aimais. « Oui », ai-je dit doucement, « je veux. » Nous sommes montés au 6e étage en silence, l'anticipation remplissant l'air. Sa chambre était spacieuse, avec une vue sur les toits de Barcelone, les lumières de la ville scintillant dans l'obscurité. Elias a fermé la porte derrière nous et soudain, nous étions seuls, sans serveur, sans passant, sans le monde entre nous. « Polo », a-t-il commencé se tournant vers moi, « je veux que tu saches que nous pouvons simplement parler. Pas de pression, pas d'attente. Je veux juste être près de toi. » Mais je ne voulais pas parler. J'en avais assez des mots, de la prudence, de toujours me contrôler. Je voulais ressentir. J'ai fait un pas vers lui, et levé la main à son visage, caressant sa joue, ses mèches grises aux tempes. « Elias », ai-je murmuré, « embrasse-moi. » Il m'a regardé longuement, ses yeux verts sombres cherchant une trace d'incertitude dans les miens, mais j'étais sûr. Pour la première fois de ma vie, j'étais absolument sûr de ce que je voulais. Elias s'est penché, sa main sur ma taille, m'attirant plus près. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti tout mon corps s'enflammer. C'était doux au début, exploratoire, me laissant le temps de m'habituer. Mais ensuite, j'ai répondu à son baiser, entourant son cou de mes bras, me pressant plus près, et il a approfondi le baiser, sa langue rencontrant la mienne, et j'ai gémi dans sa bouche. C'était différent de tout ce que j'avais connu avec Mia. C'était du feu, de l'électricité, quelque chose de primal et de juste. Je sentais son corps pressé contre le mien, la fermeté de ses muscles sous sa chemise, l'odeur du santal qui m'enveloppait. Nous nous sommes embrassés jusqu'à ce que nous manquions de souffle, ses mains explorant mon dos, mes cheveux, mon visage, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre de moi. Je faisais de même, apprenant la texture de sa peau, les sons qu'il faisait quand je touchais certains endroits. « Polo », a-t-il murmuré d'une voix rauque, s'écartant son front contre le mien. « Nous devons arrêter ou je ne pourrai pas. »« Alors, n'arrête pas », ai-je murmuré. « Tu es sûr? C'est ta première fois avec un homme. Je ne veux pas te presser. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit, » ai-je dit, regardant dans ses yeux. « Je te veux, Elias. Je veux savoir ce que c'est d'être avec quelqu'un que j'aime vraiment. » Quelque chose s'est brisé dans ses yeux. Le contrôle qu'il maintenait sur lui-même s'est dissous. Il m'a embrassé à nouveau, plus passionnément, plus exigeant, et j'ai répondu avec la même passion. Nous nous sommes dirigés vers le lit, retirant nos vêtements entre les baisers, les mains tremblantes de désir et de nervosité. Quand nous nous sommes enfin allongés, peau contre peau, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Pour la première fois de ma vie, j'étais là où je devais être, avec la personne avec laquelle je devais être. Et quand Elias m'a touché, quand il m'a montré ce que c'était d'être aimé par un homme, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé, la douleur, la culpabilité, la peur, m'avait conduite à cet instant, à cette vérité. J'étais chez moi, enfin chez moi. Les 3 mois suivants ont été les plus heureux de ma vie. Elias venait à Barcelone 2 fois par mois, restait 1 semaine, et nous passions chaque minute libre ensemble. Il m'a montré la ville d'une manière que je n'avais jamais vue, des restaurants cachés, des points de vue secrets, des petites librairies dans des ruelles où l'on pouvait se perdre pendant des heures. Nous marchions sur la plage de la Barceloneta à l'aube, quand la ville dormait encore. Nous nous tenions la main dans des cinémas sombres, volant des baisers entre les scènes. Nous restions dans sa chambre d'hôtel jusqu'à tard le soir, parlant de tout et de rien, explorant le corps l'un de l'autre, apprenant ce qui faisait gémir, trembler, supplier l'autre. Elias était un professeur patient, doux. Il m'a montré ce que c'était d'être aimé par un homme qui connaît chaque centimètre de votre corps mieux que vous-même. Il m'a montré un plaisir dont je n'avais même pas rêvé. Et chaque fois que nous étions ensemble, je sentais une autre couche de honte et de déni tomber de mes épaules. Je tombais amoureux de plus en plus profondément, dangereusement profondément. Mais nous restions un secret. Quand Elias appelait Mia tous les soirs, je restais assis en silence à l'autre bout de la pièce,
écoutant alors qu'il parlait avec elle du travail, du temps, de son nouveau petit ami. Il ne mentionnait jamais mon nom. Elle ne demandait jamais. Cela commençait à me peser. Le sentiment d'être un secret honteux, quelque chose à cacher. J'essayais de me convaincre que c'était temporaire, que nous avions besoin de temps. Mais chaque fois qu'Elias repartait à Séville, me laissant seul, je ressentais un vide grandissant. David a remarqué le changement dans mon humeur. « Quand tu es amoureux », a-t-il déclaré un jour, alors que nous travaillions sur un projet commun à la bibliothèque de l'université. « C'est écrit sur tout ton visage. » Je ne pouvais pas nier. « Oui, beaucoup. Et, il ressent la même chose ?» Je pense que oui. Il dit qu'il m'aime. Mais, je me suis tu, ne sachant pas comment expliquer. « Mais il y a quelque chose qui vous sépare », a terminé David. « Laisse-moi deviner. Il est dans le placard ?»« Pas exactement. C'est plus compliqué. » J'ai soupiré. « Il y a des raisons familiales pour lesquelles nous ne pouvons pas être ouverts. » David a froncé les sourcils. « Polo, écoute. Je sais que tu es heureux. Je le vois. Mais je vois aussi que ça te ronge. Les relations secrètes, elles ne finissent jamais bien. Tôt ou tard, quelqu'un souffre. Je sais, mais j'ai besoin de plus de temps. Il a besoin de plus de temps. »« Du temps pourquoi ?» a demandé David doucement. « Pour que sa famille accepte ? Pour que le monde change ? Parfois, il faut juste sauter et espérer que le filet apparaîtra. » Ces mots m'ont marqué, mais je n'étais pas prêt à les entendre. Pas encore. Puis, en décembre, tout s'est effondré. Elias devait venir pour Noël. Nous avions prévu de passer une semaine ensemble, notre plus longue période depuis que j'avais déménagé. J'étais tellement excité que je pouvais à peine dormir, planifiant où nous irions, ce que nous ferions, comment je lui déclarerais mon amour correctement, pas dans la précipitation entre deux baisers, mais vraiment. 3 jours avant son arrivée, Mia m'a appelé. Je n'avais pas parlé avec elle depuis le jour où je lui avais avoué. 4 mois de silence. En voyant son nom sur l'écran, j'ai presque ignoré l'appel, mais la curiosité l'a emporté. « Allô ? Paolo ?» Sa voix était froide, contrôlée, mais je pouvais entendre la rage sous la surface. « J'ai besoin que tu répondes à une question, et je veux la vérité. » Mon cœur battait plus vite. « Quelle question ? Cet homme, celui pour qui tu m'as quitté, c'est mon père ? » Le monde s'est arrêté. Le sang s'est glacé dans mes veines. « Mia, ne me mens pas !» a-t-elle crié, et j'ai entendu les larmes dans sa voix. J'ai trouvé son journal. Il écrit en français, pensant que personne ne le lirait. Mais je lis le français, Polo. Chaque mot. Sur toi. Sur ce qu'il ressent. Sur Barcelone. Sur le fait que vous êtes ensemble. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Mia, laisse-moi t'expliquer. Expliquer ? Expliquer que tu couches avec mon père ? Que vous m'avez menti tous les deux tout ce temps ? Nous ne voulions pas te faire de mal ? Ne pas me faire de mal ? Son rire était hystérique, brisé. Tu m'as épousé, sachant que tu étais gay. Tu m'as brisé le cœur. Et ensuite, tu as séduit mon père. Et tu dis que tu ne voulais pas me faire de mal. Je ne l'ai pas séduit, Mia. Nous, c'est juste arrivé. Nous avons tous les deux essayé de résister. Je ne veux pas entendre ça. Elle pleurait maintenant, sanglotant dans le téléphone. Je ne veux pas entendre comment vous avez essayé de résister. Vous m'avez trahi, tous les deux. Mia, s'il te plaît. J'ai dit à mon père que s'il te voyait encore, il me perdrait pour toujours. Choisis, lui ai-je dit, ta fille ou ton amant. Tu ne peux pas avoir les deux. Mon cœur s'est brisé. Qu'a-t-il dit? Un silence si long s'est installé que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a murmuré d'une voix morte, sans émotion. Il t'a choisi. Mon propre père t'a choisi plutôt que moi. Et elle a raccroché. Je suis resté dans mon appartement, tenant le téléphone, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elias m'avait choisi. Il m'avait choisi plutôt que sa fille, sa famille, tout ce qu'il connaissait. Mais à quel prix? Mon téléphone a sonné à nouveau. Elias. Polo, a-t-il dit, sa voix brisée. Mia vient de t'appeler? Oui, elle a trouvé ton journal. Je sais, j'ai été imprudent. Je l'ai laissé sur le bureau en allant à une réunion. Elle est rentrée plus tôt, a tout lu. Il a soupiré lourdement. Paolo, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas qu'elle l'apprenne comme ça. Elle a dit que tu m'avais choisi, ai-je murmuré. C'est vrai? Oui. Sa voix était ferme. J'aime ma fille plus que tout au monde. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Je ne peux pas retourner dans le placard, prétendre que ça n'existe pas. Je l'ai fait toute ma vie, et ça m'a presque détruit. Elias, tu ne peux pas perdre ta fille à cause de moi. Ce n'est pas juste. Je l'ai déjà perdue, a-t-il dit amèrement. À l'instant où elle a lu ce journal, je l'ai perdue. Peu importe ce que j'ai choisi. Au moins, ainsi, je ne me perds pas moi-même aussi.
Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ta famille est détruite. Tu n'es pas la raison. Moi, je le suis. J'ai choisi de me cacher toute ma vie. J'ai épousé une femme que je ne pouvais pas aimer comme elle le méritait. J'ai vécu un mensonge pendant 25 ans. Ce sont mes choix, mes conséquences, pas les tiennes. Mais, Polo, écoute-moi. Sa voix s'est adoucie. J'arrive demain comme prévu. Si tu veux encore me voir, si tu veux encore être avec moi, sachant le prix que cela implique. J'ai hésité. Chaque instinct en moi criait que c'était mal, que je ne pouvais pas l'accepter, sachant qu'il avait perdu sa fille à cause de moi, que j'avais définitivement détruit leur famille. Mais une partie de moi, égoïste, désespérée, voulait dire oui, vouloir être avec lui, malgré les conséquences. Je ne sais pas, ai-je murmuré. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Il a marqué une pause. Mais Polo, je t'aime. Quoi que tu décides, ça ne changera pas. Après qu'il a raccroché, je me suis effondré sur le sol et me suis laissé aller. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste que des sanglots secs, jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi. Je pensais que la partie la plus difficile était derrière moi. Admettre à moi-même que j'étais gay, quitter Mia, recommencer à zéro. Mais je me trompais. La partie la plus difficile était maintenant. Choisir entre l'amour et la morale, entre mon propre bonheur et la douleur que cela causait aux autres. J'ai passé cette nuit à errer dans les rues de Barcelone, ne voyant rien, ne ressentant pas le froid. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la voix de Mia disant que son père m'avait choisi. La douleur dans ses mots, la trahison. Je suis arrivé à la plage à l'aube. Me suis assis sur le sable, regardant la mer. Les vagues allaient et venaient, constantes, immuables, indifférentes au drame humain. Mon téléphone a vibré. David, où es-tu? Tu as manqué les cours. Je m'inquiète. Je l'ai appelé et il est arrivé à la plage une demi-heure plus tard, apportant du café et des croissants, s'asseyant à côté de moi en silence jusqu'à ce que je sois prêt à parler. Quand je lui ai tout raconté, Elias, Mia, El Ultimatum, le choix, il a écouté sans juger. Que dois-je faire? Ai-je demandé quand j'ai fini. Comment puis-je être avec lui sachant que j'ai détruit sa relation avec sa fille? David a réfléchi longtemps avant de répondre. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu te donnes trop de pouvoir sur la situation. La relation d'Elias avec Mia s'est construite bien avant toi. Son choix de vivre dans le placard, son mariage, ses secrets, tout cela était son choix. Tu ne l'as forcé à rien. Mais si je n'avais pas été là, s'il n'y avait pas eu toi, il aurait continué à vivre un mensonge. Il serait mort malheureux, seul, plein de regrets. Tu lui as donné une chance d'être vrai. C'est un cadeau, Paolo, pas une malédiction. Et Mia? Mia est une femme adulte. Oui, elle a mal. Oui, elle se sent trahie. Mais elle doit aussi comprendre que son père est un homme avec ses propres besoins, ses propres désirs, son propre droit au bonheur. Peut-être pas maintenant, peut-être pas bientôt, mais un jour. David a posé sa main sur mon épaule. Et toi, tu mérites l'amour, tu mérites d'être heureux. Ne te punis pas pour vouloir vivre. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, un mur que j'avais construit avec de la culpabilité et de la honte. J'ai tellement peur, ai-je murmuré, peur de faire le mauvais choix. Peur de causer encore plus de douleur, peur de le perdre. La peur, c'est normal, mais ne la laisse pas te paralyser. David a souri tristement. Tu sais ce qui est le plus effrayant dans la vie? Ce n'est pas de faire le mauvais choix, c'est de ne pas faire de choix du tout, de vivre dans l'incertitude, toujours à se demander ce qui aurait pu être. J'ai regardé la mer, le soleil levant qui peignait le ciel en rose et or. Un nouveau jour, un nouveau départ. Peut-être était-il temps d'arrêter de me punir pour vouloir le bonheur. Peut-être était-il temps de me choisir, de choisir l'amour, même si cela signifiait vivre avec les conséquences. Je suis rentré à l'appartement, j'ai pris une douche, je me suis habillé, j'ai essayé d'avoir l'air moins brisé. Et quand l'heure est venue, je suis allé à l'aéroport chercher Elias. Je l'ai vu sortir du terminal des arrivées, avec une petite valise et des yeux fatigués. Il m'a vu, s'est arrêté comme s'il n'était pas sûr que je sois vraiment venu. Je me suis approché de lui, sans me soucier de qui regardait, sans me soucier des conséquences. Je l'ai serré fort, enfouissant mon visage dans son cou, respirant l'odeur familière du santal. « Tu es venu » a-t-il murmuré, m'enlaçant en retour, me tenant si fort comme s'il craignait que je disparaisse. « Je suis venu » ai-je confirmé, et je reste, si tu veux encore de moi. Elias s'est écarté, m'a regardé dans les yeux, les siens humides. « Je voudrais toujours de toi, toujours. » Il m'a embrassé là, à l'aéroport, devant des centaines de personnes, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas honte, je n'avais pas peur,
Je ne me cachais pas. Je faisais simplement l'amour. Et je me laissais aimer. Si vous aimez cette histoire, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Noël à Barcelone était différent. Pas de déjeuners familiaux, pas de neveux bruyants, pas de turons traditionnels ni de xérès, pas de Mia, de ses sœurs, de la grand-mère avec ses prières infinies. Il n'y avait que nous deux dans mon petit appartement, avec un minuscule sapin sur la table et de la neige qui tombait inattendue dans une ville où la neige était rare. Elias cuisinait le dîner, une paella que sa mère lui avait apprise, une recette transmise de génération en génération. J'étais assis sur le comptoir, le regardant se déplacer dans ma minuscule cuisine avec la même élégance qu'il faisait tout. Nous buvions du vin, rions à des blagues stupides, et pendant quelques heures, nous arrivions à oublier la tempête que nous avions laissée derrière nous à Séville. Mais le soir, quand nous étions allongés au lit, écoutant le silence de la ville couverte de neige, Elias a parlé de ce que nous évitions tous les deux de penser. Mia ne répond pas à mes appels, a-t-il dit doucement, sa main dessinant des cercles paresseux sur mon dos. Ses sœurs non plus. Même la grand-mère m'a envoyé un message disant que j'avais souillé la mémoire de ma femme et déshonoré la famille. Je me suis pressé plus fort contre lui, sentant son cœur battre sous ma joue. Je suis tellement désolé, Elias. C'est ma faute. Non, sa voix était ferme. C'est ma faute. J'ai fait des choix il y a longtemps. Me cacher, faire semblant, vivre un mensonge. Maintenant, je paie pour ces choix. Mais tu sais quoi? Je ne regrette pas. J'ai levé la tête, croisant son regard. Comment peux-tu ne pas regretter? Tu as perdu ta fille. Parce que je me suis retrouvé. Sa main s'est levée à mon visage, son pouce caressant doucement ma joue. Pour la première fois en 48 ans, je vis dans la vérité. Je me réveille le matin, et je ne me déteste pas. Je suis amoureux d'un homme qui me voit tel que je suis et qui reste quand même. C'est inestimable, Paolo. Mais Mia est une femme adulte avec sa propre vie. Oui, elle a mal maintenant, terriblement mal. Mais elle est forte, comme sa mère. Elle s'en remettra. Et peut-être qu'un jour, elle comprendra. Il a soupiré. Ou peut-être pas. Je dois accepter ça. Nous sommes restés allongés en silence, nous tenant l'un l'autre comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Je veux que nous arrêtions de nous cacher, a dit Elias soudainement. Je veux que tu me présentes à tes amis. Je veux marcher avec toi dans les rues en nous tenant la main. Je veux te présenter comme mon partenaire, pas comme un ami de la famille ou un autre mensonge. Mon cœur battait plus vite. Tu es sérieux? Très sérieux. J'ai perdu ma fille. Je ne veux pas aussi perdre ma dignité en continuant à me cacher. Il m'a regardé. Si tu es prêt, je sais que c'est beaucoup demandé. J'ai pensé à David, à mes amis de l'université, à la liberté qu'ils avaient en vivant ouvertement. J'ai pensé à combien ce serait bien de ne pas diviser ma vie en parties secrètes. Je suis prêt, ai-je dit. Plus que prêt. Elias a souri et c'était le sourire le plus heureux que j'avais vu sur son visage. Alors, commençons la nouvelle année correctement. Ensemble. Ouvertement. Sans honte. Nous avons fêté le nouvel an à une fête organisée par David dans son appartement. J'ai invité Elias, nerveux comme un adolescent présentant son premier petit ami à ses parents. Mais Elias était calme, confiant, charmant, comme toujours. David a ouvert la porte, nous a vus ensemble, et un large sourire s'est étendu sur son visage. Alors, c'est lui, l'homme mystérieux célèbre. Il a tendu la main à Elias. David, meilleur ami de Paolo et conseiller principal en affaires amoureuses. Elias a ri, serrant sa main. Elias, reconnaissant que tu aies pris soin de Paolo en mon absence. Oh, il n'avait pas besoin de soins. Il est assez autonome. David m'a fait un clin d'œil. Mais je suis content qu'il ait enfin arrêté de te cacher. Tout le monde pensait qu'il t'avait inventé. La fête était pleine de gens. Les amis de David de toute la communauté LGBT de Barcelone, des couples de tous âges, de 20 à 60 ans, riaient, dansaient, célébraient. Elias m'a tenu la main toute la nuit, me présentant à tout le monde comme son partenaire avec une telle fierté dans la voix que j'en avais le souffle coupé. Quand l'horloge a sonné minuit, nous nous sommes embrassés sous les feux d'artifice explosant par la fenêtre, entourés de gens qui célébraient avec nous, pas qui nous jugeaient. Et j'ai senti quelque chose de fondamental se mettre en place. C'était une communauté. C'était un foyer. Les premiers mois de la nouvelle année ont été une période d'adaptation. Elias a commencé à passer plus de temps à mobilier Barcelone, a ouvert un bureau comme prévu, a embauché une équipe locale. Nous avons trouvé un appartement ensemble, spacieux, avec vue sur le parc Güell, avec un balcon où nous buvions du café le matin, regardant la ville se réveiller. Vivre avec Elias était une révélation.
Tous les petits moments dont je n'avais jamais pensé en rêvant d'amour. Comment il fredonne sous la douche, comment il insiste pour faire le lit chaque matin, même si nous y retournerons le soir. Comment il prépare le petit déjeuner le dimanche, remplissant l'appartement d'odeurs de pâtisseries fraîches et de café. Comment il s'endort avec un livre sur la poitrine, ses lunettes glissant sur le bout de son nez. J'ai terminé mon master avec mention, reçu une offre d'emploi dans un cabinet d'architecture prestigieux à Barcelone. Elias a étendu son entreprise, commencé à passer plus de temps en Catalogne qu'en Andalousie. Nous avons construit une vie ensemble, pas parfaite, loin de là. Il y avait encore des jours où Elias regardait son téléphone, espérant un message de Mia qui ne venait pas. Il y avait encore des moments où la culpabilité me pesait si fort que je pouvais à peine respirant. Mais il y avait aussi des moments de joie pure, non diluée. Des matins où nous nous réveillions dans les bras l'un de l'autre, des soirs passés à cuisiner le dîner ensemble, des promenades à Barcelone, nous tenant la main, sans peur, des voyages dans de nouvelles villes, où nous étions juste un couple de plus amoureux et libre. 1 an plus tard, un matin de Noël, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, enveloppés dans des couvertures, sirotant du chocolat chaud, le téléphone d'Elias a sonné. Numéro inconnu. Il a répondu prudemment. « Allô ?» J'ai vu son visage changer. Choc, puis espoir, puis larmes. « Mia » a-t-il murmuré. « Ma petite fille. » J'ai commencé à me lever discrètement pour lui donner de l'intimité, mais il a attrapé ma main me gardant près de lui. La conversation était courte. J'entendais seulement un côté, mais c'était suffisant. Mia ne pardonnait pas. Pas encore. Mais elle appelait. Elle avait fait le premier pas. Quand Elias a raccroché, les larmes coulaient sur son visage. Elle a dit qu'elle se marie. Elle veut que je vienne au mariage. Il m'a regardé. Seulement moi. Pas toi. Pas encore. J'ai hoché la tête, comprenant. C'était juste. C'est bien, Elias. C'est un début. Il m'a attiré dans ses bras, me tenant serré. Elle a aussi dit que peut-être un jour elle sera prête à te rencontrer. Pas comme le mari qu'elle a perdu, mais comme l'homme que j'aime. Que peut-être elle comprendra. Peut-être, ai-je murmuré. Un jour. Elias est allé au mariage de Mia au printemps. Je suis resté à Barcelone, attendant, nerveux, espérant. Il est rentré le soir, émotionnellement épuisé, mais avec la paix sur le visage. Comment c'était? Elle me parlait à peine. Mais à la fin, quand elle dansait avec son mari, elle m'a regardé et a souri. Un petit sourire triste. Mais c'était un sourire. Il s'est assis à côté de moi. Elle est heureuse, Polo. Vraiment heureuse. Avec un homme qui l'aime correctement. C'est tout ce que nous voulions pour elle. Oui, il a pris ma main. Et tu sais quoi? Moi aussi je suis heureux. Avec toi. Malgré tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons perdu, je suis heureux. Je l'ai embrassé, doucement, tendrement. Moi aussi. 2 ans de plus ont passé avant que Mia ne soit prête à me rencontrer. Terrain neutre, un café à Madrid, à mi-chemin entre Séville et Barcelone. Elias était avec nous, mais assis à une autre table, nous donnant de l'espace. Mia avait l'air bien, heureuse. Son ventre était légèrement arrondi, elle était enceinte de son premier enfant. Nous sommes restés assis dans un silence gênant quelques minutes. Puis elle a parlé. « Je ne te pardonne pas », a-t-elle dit directement. « Je ne sais pas si je pardonnerai un jour. Je comprends, ai-je dit doucement. Je n'attends pas de pardon. Mais je comprends maintenant. » Elle a regardé ses mains. « Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu ne pouvais pas rester? Mon mari, il m'aime comme tu n'as jamais pu, et je suis reconnaissante pour ça. Reconnaissante que tu aies été assez courageux pour partir avant que nous gaspillions tous les deux nos vies. » Les larmes me brûlaient les yeux. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Mia. C'est la vérité. Je sais. » Elle m'a regardé et dans ses yeux il n'y avait plus de venin, seulement une tristesse fatiguée. « Je veux juste que tu saches, je ne peux pas être ton ami. Je ne peux pas faire partie de ta vie, c'est trop douloureux. Je comprends. Mais je peux accepter que tu fasses partie de la vie de mon père, que tu le rends heureux. » Elle a marqué une pause. « Il mérite d'être heureux, même si ce n'est pas comme je le voulais. Merci, ai-je murmuré, pour la compréhension, pour lui permettre d'avoir nous deux d'une certaine manière. Nous ne nous sommes pas embrassés en nous disant au revoir. Nous n'avons pas échangé de numéros ou de promesses de nous revoir. Mais il y avait la paix, la clôture, l'acceptation de ce qui s'était passé, et le mouvement en avant. C'était tout ce que nous pouvions espérer. Aujourd'hui, 5 ans après ce déjeuner dominical fatidique à Séville, je me tiens sur le balcon de notre appartement à Barcelone, regardant le soleil se coucher sur la ville. Elias se tient derrière moi, ses bras autour de ma taille, son menton sur mon épaule. À l'intérieur, nos amis célèbrent.
David, Carmen et son mari, des collègues de travail, des voisins qui sont devenus famille. Nous venons de signer les papiers. Après 5 ans ensemble, nous avons enfin enregistré officiellement notre union. Ce n'est pas un mariage traditionnel avec une église et des centaines d'invités. C'était un échange de vœux discret à la mairie, avec David comme témoin, suivi d'une réception modeste à la maison. Mais c'était le nôtre, honnête, vrai. À quoi penses-tu? Demande Elias, ses lèvres effleurant mon cou. À combien nous sommes allés loin, à ce jour où tu m'as servi le dessert, et tout a changé. Il rit, le son vibrant à travers moi. Le meilleur dessert que j'ai jamais servi. Et regrettes-tu? Ai-je demandé, me tournant dans ses bras pour croiser son regard. Tout ce que nous avons perdu? Elias réfléchit, ses yeux cherchant les miens. Je regrette la douleur que nous avons causée. Je regrette que les années avec Mia aient été perdues. Mais regrettez toi? Nous? Pas une seconde. Il m'embrasse tendrement. Tu m'as sauvé la vie, Polo. Tu m'as donné la chance d'être moi-même pour la première fois en 48 ans. Tu m'as sauvé la vie aussi, ai-je murmuré. Tu m'as montré ce que c'est d'aimer vraiment. À l'intérieur, quelqu'un met de la musique. David crie pour que nous revenions à la fête. Carmen rit à une blague. La vie continue, bruyante et imparfaite et belle. Nous rentrons à l'intérieur, vers notre famille. La famille choisie que nous avons construite des morceaux de ce que nous avons perdu. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressens pas de culpabilité, pas de honte, pas de peur. Je ressens seulement de l'amour pur, honnête, libre. C'était un long chemin, douloureux, plein de sacrifices, mais aussi plein de croissance, de guérison, de découverte de qui je suis vraiment. Et si je devais le refaire, sachant tout ce qui arriverait, je choisirais le même chemin, à chaque fois, parce qu'il m'a mené ici, à Elias, à moi-même, chez moi. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et assurez-vous de laisser une note de 0 à 10 dans les commentaires et d'écrire ce que vous avez préféré. Votre avis est très important pour nous.